Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis le dernier chapitre de Robinson Crusoe. Chapitre 12. Retour. Je me tournai vers le capitaine, son passager et les deux matelots qui s'étaient joints à nous sincèrement. Maintenant, mes amis, dis-je, c'est notre tour. Souvenez-vous que notre cause est juste et que les honnêtes gens doivent triompher. Je m'élançai à la tête de ma petite troupe et, avant que les deux gardiens de la barque eussent pu se rendre compte de notre attaque, l'un d'eux était assommé et l'autre obligé de se rendre. Ce dernier était un de ceux que le capitaine jugeait plus malheureux que coupable, et je fus aise d'avoir pu préserver sa vie. Il se hâta du reste de demander pardon au capitaine et lui jura de l'aider de tout son pouvoir à redevenir maître de son navire, dût-il verser son sang pour lui. Je sentis que ses protestations étaient sincères, et je lui confiai un fusil, ce qui portait notre troupe à 8 hommes, y compris Vendredi et le second. Ceux-ci revinrent près de nous à la nuit tombante. Ils avaient si bien mené leur affaire qu'ils avaient entraîné nos ennemis de colline en colline, de façon à les fatiguer, criant et répondant toujours. Ils ne les avaient quittés que lorsqu'ils s'étaient assurés que la nuit viendrait avant que les mutins pussent regagner le rivage. Ils étaient eux-mêmes harassés, et je les restaurai d'un peu de rhum. Il ne nous restait plus qu'à épier nos ennemis dans l'obscurité et à fondre sur eux. Ce ne fut que 2 heures après le retour de Vendredi et du second que nous entendîmes revenir la bande de futurs pirates. Ils se plaignaient à haute voix de leur lassitude et de ce qu'ils ne pouvaient marcher vite, ce qui était une bonne nouvelle pour nous. Ils poussèrent de grands cris en constatant que leur chaloupe était ensablée, la marée s'étant retirée, et que leurs 2 compagnons avaient disparu. Ils clamaient que l'île était ensorcelée et qu'ils allaient tous mourir. Ils allaient et venaient sur le rivage comme des hommes désemparés. Et le maître d'équipage, qui avait été un des principaux meneurs de la révolte, se montrait alors le plus lâche et le plus abattu de tous. J'ordonnai à Vendredi et au capitaine de se glisser à plat ventre et de s'approcher du petit groupe que formaient à ce moment le maître d'équipage et 2 de ses compagnons. Ils devaient faire feu quand ils seraient le plus près possible. Le capitaine était tellement surexcité à la pensée de tenir bientôt en son pouvoir un de ses plus insolents agresseurs qu'il avait à peine la patience de se glisser assez près de lui pour pouvoir le frapper à coup sûr. Aussi, dès qu'il fut à sa portée, il se dressa d'un bond et il tira. Le maître d'équipage s'écroula, tué net. Un de ses camarades subit le même sort, et l'autre s'enfuit. Au bruit des détonations, les 5 autres mutins se réfugièrent dans la chaloupe, hagards, affolés, ne sachant pas de quel côté tirer pour se défendre. J'ordonnai aux matelots que nous avions capturés de les appeler par leur nom afin de les emmener à parlementer. S'ils se rendaient, comme je le pensais, cela arrêterait le massacre et nous y gagnerions tous, car l'obscurité qui nous ferait tirer sans voir les uns et les autres pouvait nous être nuisible. Le matelot appela donc ses compagnons. « Est-ce toi, Smith ?» lui répondirent d'une voix tremblante ceux de la chaloupe. « Oui, c'est moi. Mettez bas les armes et rendez-vous, sans quoi vous êtes tous morts. »« À qui faut-il nous rendre ?» fit une voix. « À notre capitaine, qui, avec 50 hommes, vous pourchasse depuis 2 heures. Le maître d'équipage et Will sont tués, et moi prisonnier. Si vous ne vous rendez pas, vous êtes tous perdus. »« Aurions-nous la vie sauve si nous nous rendons ?» reprit un des mutins. Le capitaine alors éleva la voix. « Si vous déposez immédiatement les armes, et si vous vous soumettez, vous aurez tous la vie sauve, hormis Will Atkins. »« Capitaine !» s'écria Will Atkins, qui avait été, lors de la révolte, un des premiers à se saisir du capitaine et l'avait cruellement maltraité. « Pourquoi faire grâce aux autres et pas à moi ?»« C'est bon, nous verrons cela, » reprit le capitaine. « J'intercéderai pour vous auprès du gouverneur si vous vous rendez à discrétion. » Le gouverneur, c'était moi, et je me retins pour ne pas rire de l'emphase avec laquelle le capitaine avait prononcé ce mot. J'étais en effet gouverneur, moi le pauvre naufragé de l'île déserte, moi le pasteur de chèvres et le taciturne ami de Paul. J'avais droit maintenant de vie et de mort sur des hommes. Il est vrai de dire que je ne comptais pas en abuser, et que mon rôle de gouverneur avait des ambitions fort pacifiques. Quoi qu'il en soit, mon titre en imposa évidemment aux 5 mutins, car ils déposèrent tous les armes en demandant la vie. Je les vis garrottés par 2 des matelots qui s'étaient rendus à nous les premiers. Et quand ce fut fait, ma grande armée de 50 hommes, qui se montait à 6 unités outre le capitaine, s'avança et fit main basse sur la chaloupe. J'avais cru bon, pour conserver mon importance, de demeurer hors de la vue de nos prisonniers. Le capitaine reprocha alors à ses matelots l'infamie de leur procédé à son égard et l'atrocité de leur projet de faire du navire un bateau pirate,
projet qui les aurait sûrement conduits à la misère, à la honte et peut-être à la potence. Il leur dit qu'ils n'étaient pas ses prisonniers, mais ceux du gouverneur de l'île, qui pouvaient les faire pendre, tous, si tel était son plaisir. Atkins, qui était le plus menacé par la justice du gouverneur, se jeta aux pieds du capitaine, le suppliant d'intercéder pour lui, et tous ses camarades l'imitèrent avec des larmes. Je me dis alors que le moment de notre délivrance était venu, et que ce serait une chose très facile que d'emmener ces gens à s'employer de tout cœur pour nous aider à recouvrer le vaisseau. Je m'éloignai donc dans l'ombre pour que nos prisonniers ne pussent voir quelle sorte de gouverneur ils avaient, et j'appelai un de mes hommes. Je le chargeai de mander le capitaine près de moi, exactement comme si j'avais été un personnage de la plus haute importance. « Capitaine, le commandant vous appelle, dit mon envoyé en contrefaisant sa voix, car ce n'était autre que le passager. « Dites à son Excellence que je viens à l'instant, répondit avec empressement le capitaine. Le titre d'Excellence était une trouvaille, et nos 5 prisonniers furent écrasés de ma puissance. Ils supplièrent encore le capitaine avec désespoir de demander leur grâce au gouverneur. Je communiquai au capitaine, dès qu'il fut près de moi, le projet que je venais de concevoir pour nous emparer du navire. Il le trouva parfait, et nous résolûmes de mettre mon idée à exécution le lendemain même. Mais, pour en assurer le succès, il était nécessaire de séparer nos prisonniers. Atkins et 2 de ses compagnons les plus mauvais furent mis dans la caverne, les bras liés, et je confiai à Turco la garde de l'ouverture. Les 2 autres captifs furent conduits à ma tonnelle. Comme on leur avait lié les mains et comme de leur conduite dépendait leur sort, ils étaient en sûreté. Le matin suivant, je leur envoyai le capitaine pour rentrer en pourparlers avec eux. Il leur rappela la gravité de leur faute et leur dit que malgré la grâce qu'ils venaient de recevoir du gouverneur, ils seraient à coup sûr mis au gibet si on les envoyait en Angleterre. Mais que, s'ils voulaient s'associer à une entreprise aussi honnête que celle de remettre le vaisseau entre les mains de son capitaine, ils auraient leur grâce pleine et entière. Les prisonniers accueillirent avec empressement cette proposition qui les sauvait de la mort qu'ils savaient avoir méritée. Ils tombèrent aux genoux du capitaine, jurant de lui être fidèles. Certains de la véracité de leur serment, nous commençâmes, le capitaine et moi, l'exécution de mon projet. Nos 2 prisonniers de la tonnelle furent déliés et armés. Ils allèrent rejoindre sur le rivage notre petite troupe. Celle-ci se composait du capitaine, de son second, du passager et des 5 matelots qui avaient, à tour de rôle, juré obéissance et fidélité. On répara la chaloupe sabordée et, après l'avoir équipée, le capitaine et 3 matelots y montèrent. Le second, le passager et les 2 autres matelots s'embarquèrent dans le second canot. Nous demeurâmes, Vendredi et moi, dans l'île pour veiller sur les prisonniers et les fournir de vivres. Le capitaine avait bien calculé son plan. Les 2 chaloupes arrivèrent près du navire vers le milieu de la nuit. Dès qu'ils furent à portée de voix, le capitaine donna ordre à Smith de héler les matelots du bord et de leur dire que ses camarades et lui avaient été longtemps dans leurs recherches, mais qu'ils ramenaient enfin les hommes à la chaloupe. Smith joua son rôle à merveille, et tout en discourant avec ceux du bord, donna le temps au capitaine et au second d'accoster le navire. Sauter sur le pont, réduire par la promptitude de leurs attaques les mutins surpris, fut pour la petite troupe l'affaire de quelques minutes. Seul le nouveau capitaine rebelle, le bosseman et le charpentier qui avaient été les principaux instigateurs de la révolte se défendirent avec rage et furent tués. Tous les autres matelots, au contraire, sitôt qu'ils eurent reconnu leur capitaine, se rendirent rapidement, et le navire fut repris sans trop grande effusion de sang. Mon projet avait réussi. Quand le capitaine eut recouvré son bâtiment, il ordonna de tirer 7 coups de canon, signal dont nous étions convenus en cas de succès. J'étais resté sur le rivage jusqu'à 2 heures du matin, et je fus joyeux d'entendre les détonations. « Allons nous coucher tranquillement, dis-je, à Vendredi. La journée a été bonne pour nous. Grâce à elle, ton maître verra les frais ombrages et les vertes prairies d'Angleterre. » Après une nuit de profond sommeil, je fus réveillé en sursaut par un coup de canon tout proche. Je sautai hors de mon lit et, m'habillant à la hâte, je courus au rivage. Ce fut pour tomber dans les bras du capitaine qui venait de débarquer. Celui-ci, les yeux humides, m'embrassa avec effusion. « Mon cher ami et libérateur, me dit-il en me montrant le navire mouillé à un demi-mille du rivage, voici votre vaisseau, car il est tout à vous, ainsi que nous et tout ce qu'il renferme. » J'avoue que je fus sur le point de m'évanouir d'émotion. Ma délivrance était entre mes mains, tout me devenait facile. Un grand bâtiment était à mes ordres, prêt à me transporter dans mon pays, quand il me plairait de partir. Pendant plusieurs minutes, je fus incapable de répondre un seul mot, et je serais tombé par terre si le capitaine ne m'avait pris dans ses bras. « Remettez-vous, mon ami, me dit-il avec affection. Vos malheurs finissent en même temps que les miens.
Je sens combien il doit vous être doux de penser que votre longue existence solitaire a servi à sauver tant de vies humaines, les unes de la mort, les autres du crime. Notre besogne n'est pas encore finie cependant. Parmi nos prisonniers, il en est 5 de réellement coupables. Nous ne pouvons, pour l'exemple, les gracier comme les autres et, d'autre part, je leur ai promis la vie sauve. Qu'allons-nous en faire? J'y ai déjà pensé, dis-je. Ces hommes doivent être punis. Cette île leur servira de prison. Elle est en dehors de la route habituelle des navires, je le sais par expérience. Il se passera donc un long temps avant qu'ils n'échappent à leur solitude. Ils ne souffriront pas matériellement s'ils travaillent, et leurs mauvais instincts peuvent s'adoucir dans la paix qui les entourera. Vous avez raison, mon cher gouverneur, fit le capitaine en souriant, mais avant de faire comparaître ces hommes devant vous, souffrez que je vous habille autrement que vous ne l'êtes. J'y consens, dis-je, riant de bon cœur. Mes vêtements pouvaient en imposer à mes chèvres et à Vendredi tout au plus. Le capitaine ordonna à un matelot de m'apporter un de ses habillements complets. J'avais bonne tournure pour un gouverneur, équipé de la sorte, et pourtant jamais costume au monde ne me parut d'abord aussi déplaisant, aussi étrange, aussi incommode, tant je m'étais fait à mes vêtements d'homme des bois. Cette cérémonie terminée, je fis amener devant moi les prisonniers, et d'un ton imposant qui répondait à la correction de mon ajustement et à ma puissance de gouverneur, je leur annonçai que je les condamnais à demeurer dans l'île, sinon toute leur vie, du moins plusieurs années. J'ajoutai que l'île était fertile et que je leur laisserais, outre des armes, de la poudre en grande quantité suffisante, des vêtements et des outils. Enfin, je terminai cette harangue en leur disant que s'ils retournaient en Angleterre ou dans une colonie anglaise, la grandeur de leurs crimes les amènerait forcément à la potence, sans que je pusse rien pour les sauver. Les 5 prisonniers me remercièrent de leur laisser la vie et se déclarèrent contents de la prison que je leur imposais. Je leur donnai alors tous les renseignements que m'avait apportés l'expérience sur la façon de planter le blé, de faire le pain et les fromages, de faire sécher le raisin. En un mot, je leur enseignai tout ce qui était nécessaire à leur bien-être. Le jour suivant, après avoir embarqué ma ménagerie, c'est-à-dire Paul, mes chats et Turco, ainsi que plusieurs souvenirs de ma vie solitaire, je pris congé de mes prisonniers. On leur avait apporté du vaisseau les armes et les outils promis. Le capitaine y avait joint des sacs de pois, des haricots, des lentilles et des pommes de terre, afin que ceux que nous abandonnions selon la justice entrassent dans leurs nouvelles existences avec tous les secours possibles. Cela fait, je dis à Vendredi de me suivre et, gravissant la colline pour la dernière fois, je jetai un long regard sur mon île. J'avais vécu sur cette terre près de 28 ans. J'y avais bien souffert, bien désespéré, mais tant de mes jours s'y étaient écoulés dans le labeur du sol que cette île était vraiment à moi. Mes yeux se mouillèrent et un soupir gonfla ma poitrine. « Maître, me dit Vendredi en saisissant ma main, pas falloir pleurer. Vous, content, retrouvez vraie patrie, vraie nation. L'île là, ma prison. C'est vrai, Vendredi, et j'ai si souvent souhaité ma délivrance que mon émotion doit te paraître étrange. Mais on ne voit pas finir une si longue page dans sa vie sans la saluer comme une amie qui s'éloignerait. Ces pentes, ces bois, ces rivages vont disparaître de ma vue pour toujours. Nous revenir, dit gravement Vendredi. Oui, nous reviendrons, fis-je, en étendant les mains vers les vertes ondulations des collines. Et, suivi de mon serviteur, je redescendis au rivage et sautai dans l'embarcation qui nous attendait. Notre voyage de retour fut heureux. Nous nous dirigeâmes d'abord vers l'ouest pour recueillir dans la grande île où ils vivaient, soumis aux sauvages, les 17 Espagnols que je n'avais eu garde d'oublier. Nous n'eûmes pas besoin d'aller jusqu'à la côte, car, à une dizaine de milles, nous les aperçûmes dans leur pirogue qui faisait voile vers nous. J'eus une grande joie de revoir le loyal Pedro Guzmanez, et, dans la suite, l'amitié que nous avons liée sur mon île ne s'est jamais démentie. Les Espagnols demandèrent à être débarqués sur la côte portugaise, et le capitaine s'empressa de leur donner satisfaction. Rentré en Angleterre avec Vendredi, qui ne me quitta plus et qui est bien le plus fidèle et le plus affectionné serviteur qu'on puisse trouver, je réalisai une vraie fortune en faisant vendre ma plantation du Brésil. En 28 ans, elle avait pris une très grande valeur et j'eus ainsi la joie de me retrouver riche dans la ville de mon enfance. J'en étais parti, me cachant et sans un sou en poche. J'y rentrai fortuné et accueilli avec joie. Je faisais ainsi mentir le proverbe qui dit que pierre qui roule n'amasse pas mousse. À l'heure où je termine ce journal de ma vie solitaire, j'entends, dans le jardin plein de soleil, les rires joyeux de mes enfants qui jouent à cache-cache avec Vendredi et Turco. Car Robinson Crusoé, l'ermite vêtu de peau de chèvre, est devenu un heureux mari et un heureux père, et s'il songe à retourner un jour dans son île revoir les lieux où il peina si longtemps,
Pour que cette idée n'attriste aucun des deux cœurs qu'il aime, il n'en fait part qu'au fidèle vendredi, parfois, pas souvent, et tout bas. Voilà, ce livre est quasiment terminé. Il reste un épilogue, donc on se retrouve demain à 18 h pour l'épilogue. Abonnez-vous pour ne pas rater ça et likez si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont en description. Bye bye!